Au dîner familial, je levai mon verre quand je l'ai entendu. La voix de mon père a fendu le brouhaha comme une lame. Personne n'a besoin de ton argent ni de toi. Personne n'a bronché. Ma sœur a hoché la tête, presque amusée, comme si elle attendait ce moment depuis des années. La chaleur m'a envahi, mais j'ai gardé mon visage impassible, un sourire discret, mon silence plus tranchant que tout ce qu'il m'avait lancé. Il pensait que j'allais l'encaisser comme toujours. Mais assise à cette table, entourée de gens qui n'appréciaient que ce que j'apportais, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Leur chute avait déjà commencé. J'ai grandi dans cette maison en croyant que le silence était le prix de l'appartenance. Mes parents ne l'ont jamais dit ouvertement, mais cela résonnait dans les silences entre leurs phrases. Ces brefs instants où j'ai appris que ma valeur venait de ce que je pouvais donner, et non de ce que j'étais. Même enfant, je comblais les vides. Si Sarah oubliait ses devoirs, j'allais les porter à l'école. Si papa avait besoin de quelqu'un pour garder grand-mère, j'annulais mes projets. Et quand Sarah est devenue adulte et que ses factures ont commencé à s'accumuler, elles ont toutes fini par retomber sur moi. On appelait ça être la personne fiable. Mais la fiabilité se transforme vite en servitude quand personne ne prend de vos nouvelles. De l'extérieur, ma famille paraissait chaleureuse, unie, bruyante, mais d'une manière positive. Photos de fête, pulls assortis, le fameux gratin de patates douces de ma mère trônant au milieu de la table comme un trophée. On disait toujours qu'on avait de la chance, mais c'était la chance superficielle, celle qu'on encadre, pas celle qui assure la sécurité. Grand-mère était la seule à me regarder sans voir mon utilité. Je me souviens encore de sa minuscule cuisine, de l'odeur du thé à la menthe et des vieux livres, de la façon dont ses mains se posaient sur les miennes quand elle disait « Tu n'as pas besoin de sauver le monde, ma chérie ». À l'époque, je ne comprenais pas qu'elle parlait de mon monde, de ma famille. Après son décès, cette cuisine est devenue mon refuge. J'ai gardé la clé. J'ai gardé le souvenir de celle qui m'a vue telle que j'étais. De retour à table, cette même table que j'avais dressée, débarrassée et où j'avais cuisiné pendant des décennies, j'étais assise entre ceux qui m'avaient redéfinie à leurs yeux. Pas Maya, la chef de projet. Pas Maya, celle qui payait son loyer et s'était construite sa vie, mais Maya, celle qui répare tout, celle qui est toujours là, celle qui règle l'addition, celle qui ne se plaint jamais. Papa n'a même pas levé les yeux en prononçant ces mots. Maman continuait de couper le jambon. Sarah a esquissé un sourire en coin dans son verre de vin. Et soudain, tout s'est éclairé, comme une porte qui se referme enfin. Cette maison n'était pas la mienne. Elle ne l'avait jamais été. C'est peut-être pour ça que leurs paroles ne m'ont pas brisé comme ils l'espéraient. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais ça ne m'a pas anéanti. Ça a clarifié les choses. Ça a rendu l'atmosphère pesante. Ça a éclairci le chemin à suivre. J'ai compris quelque chose que personne à cette table n'avait jamais imaginé. Je n'avais besoin d'eux pas non plus. Ni de leur approbation, ni de leur culpabilité, ni de leurs règles, ni de la place qu'ils pensaient avoir le droit de me prendre. Et pour la première fois de ma vie, le silence n'avait rien d'un abandon. C'était comme un nouveau départ. Le dîner continuait comme si de rien n'était. Assiette grattée, verre tintant. Quelqu'un rit à une blague que je n'entendis pas. Mais dans ma tête, tout s'immobilisa, comme si le monde s'était figé au ralenti. J'observais ma famille comme on observe des inconnus dans un train, avec curiosité, détachement, me demandant comment j'avais pu croire avoir ma place parmi eux. Sarah se laissa aller dans son fauteuil, faisant tournoyer son vin comme si elle avait gagné quelque chose. « Maman a raison », ajouta-t-elle nonchalamment. « Tu prends tout trop au sérieux, Maya. Personne n'a besoin de tout ce que tu fais. Pas vraiment. » Elle le dit avec bienveillance, comme pour me soulager d'un poids. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Tu n'es utile que quand on a besoin de toi. » J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, celle dont j'avais réglé les factures en retard, dont j'avais acheté les vêtements scolaires des enfants quand elle était sans emploi, et dont les urgences semblaient toujours retomber sur moi. Elle ne se souvenait jamais des détails, seulement de la commodité, seulement de ce qu'on attendait d'elle. Maman a finalement levé les yeux du jambon qu'elle était en train de trancher. « Tu travailles tellement, de toute façon », a-t-elle dit. « Ce n'est pas comme si tu avais ta propre famille à charge. On ne veut pas que tu t'épuises pour rien. Pour rien. » Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais admis, comme si chaque heure passée à gravir les échelons, chaque effort discret pour construire ma propre vie, était vain parce que cela ne leur servait rien. Papa ne m'a même pas regardé en marmonnant.
N'en faisons pas toute une histoire. C'est juste la vérité. Tu prends tout personnellement. C'était de la manipulation mentale enrobée d'un vernis de politesse. Il maîtrisait cet art depuis longtemps. J'ai regardé autour de la table, les bougies, le centre de table, la chaise vide où grand-mère avait l'habitude de s'asseoir. Avant, je pensais que son absence laissait une simple tristesse. Mais maintenant, c'était comme un avertissement que je n'avais pas écouté assez tôt. Sarah laissa tomber sa fourchette, agacée par mon silence. « Allez, Maya, dis quelque chose. » Mais je n'osais pas parler. Non pas par peur de leur jugement, mais parce que la colère, cette force silencieuse, précise et tranchante comme un rasoir, ne se laisse pas exprimer. Elle exige des actes. J'ai pris ma serviette, les plié soigneusement et les posé près de mon assiette. Un geste simple, mais qui a changé l'atmosphère. Sarah l'a remarqué la première, son front se fronçant. Maman s'est arrêtée de manger. Je suis restée immobile comme la surface d'un lac gelé. Je vous entends, ai-je dit doucement, mais d'une voix forte et claire. Papa a fait un geste de la main, comme pour dédaigner. Bien. On peut passer à autre chose. Mais en réalité, c'est à ce moment précis que j'ai tourné la page sur l'image qu'ils avaient construite de moi. Les Mayas qui se pliaient, qui réparaient, qui portaient. Les Mayas qui donnaient sans rien demander, qui restaient discrètes pour que les autres soient à l'aise. En me dirigeant vers le couloir pour prendre mon manteau, j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Pas une fissure, pas une rupture, mais une décision. Ils voulaient mon silence. Très bien. Le silence, c'était exactement ce qu'ils auraient. Et ils n'avaient aucune idée de ce que mon silence signifiait réellement. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je ne suis pas sortie en trombe ni n'ai élevé la voix. Je suis simplement sortie dans la nuit froide, laissant l'air me piquer les joues comme pour m'empêcher de sombrer trop profondément dans la douleur. La lumière du porche a vacillé derrière moi, et pendant une seconde, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Yeux fatigués, épaules tendues, la posture familière de celle qui a porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Le chemin jusqu'à ma voiture m'a paru plus long que d'habitude. Chaque pas ravivait une nouvelle couche de souvenirs, chaque fois que j'étais arrivée avec les courses. Quand Sarah oubliait la paix, chaque facture urgente, maman me culpabilisait pour que je paie. À chaque instant, papa vantait ma fiabilité pour mieux me punir ensuite. Quand je suis arrivée au volant, un léger tremblement m'a parcouru les mains. Non pas par peur, mais par reconnaissance, ou par lucidité. À la maison, le silence était plus pesant que leurs paroles. J'ai allumé la lampe du couloir, une douce lumière chaude inondant mon petit salon bien rangé. Cet espace avait toujours été comme une pause entre deux batailles. Ce soir-là, c'était comme un territoire neutre, enfin reconquis. Assise à ma table à manger, j'ai rapproché mon ordinateur portable et ouvert un dossier que je n'avais jamais osé consulter auparavant. Paiements familiaux. Le nom paraissait étrange, presque clinique. Mais la vérité qu'il contenait n'était pas de nouveaux relevés bancaires, des virements, des reçus que j'avais enfouis sous des justifications comme « ils avaient besoin d'aide » ou « c'est juste exceptionnel ». Je les ai parcourus lentement, comme on fouille les décombres d'une maison après une tempête. Des schémas sont apparus clairement. Des retraits répétés, des dépenses urgentes, des virements tard dans la nuit. La chronologie s'est dessinée avec précision et évidence. Pendant des années, j'ai cru que parler me rendrait cruel. Mais le silence m'avait rendu superflu. La décision est arrivée doucement, comme l'aube qui éclaire une pièce sombre. Pas de drame, pas de crise, juste un changement. J'ai envoyé un courriel à un avocat dont Jen m'avait parlé des mois auparavant. Elle m'avait dit un jour, « Si jamais tu en as marre d'être leur filet de sécurité, appelle-le. » À l'époque, j'avais ri. Maintenant, cela me semblait la chose la plus naturelle au monde. J'ai tout joint, chaque reçu, chaque virement, chaque message. Mon curseur planait au-dessus du bouton « Envoyer ». J'ai respiré profondément. Clic. Le fichier a quitté ma boîte de réception, silencieux et définitif. Ils voulaient une Maya silencieuse. Ils allaient la voir, mais pas celle qu'ils imaginaient. La réponse de l'avocat est arrivée plus vite que prévu. J'ai examiné ce que vous avez envoyé, a-t-il écrit. Il ne s'agit pas simplement d'aide familiale. C'est un schéma d'exploitation financière. Si vous êtes prête, nous pouvons avancer. Prête? J'ai fixé ce mot.
Puis j'ai revu le visage ennuyé de papa. J'ai entendu maman dire « Personne n'avait besoin de moi ». J'ai vu Sarah sourire en coin dans son verre de vin. J'ai tapé une seule phrase en retour. « Je suis prête ». Les jours suivants furent différents. Je ne colmatais plus les brèches dans le bateau de quelqu'un d'autre. Je constituais un dossier. J'ai rencontré l'avocat dans un petit bureau du centre-ville. Il m'a écouté lui raconter toute l'histoire, du premier remboursement d'emprunt jusqu'à la nuit où ils m'ont dit que je n'étais plus nécessaire. Il posait des questions, demandait des dates, des montants, des phrases exactes de leur SMS. « Vous comprenez ?» Il a dit un jour, une fois la plainte déposée, ce ne sera plus privé. Ce sera une affaire juridique. Ils ont cessé d'être de la famille quand ils m'ont traité comme un compte ambulant. J'ai répondu que nous avions tout documenté. Les virements tard le soir. Sarah nous suppliait de l'aider en urgence. Maman appelait pour connaître les horaires. Papa présentait mon aide comme un devoir. Sur le papier, c'était une suite interminable de retraits et de culpabilité. Lorsque la plainte pour fraude a été déposée, il n'y a pas eu de coup de tonnerre. Juste un courriel de confirmation et un message de mon avocat. Ils vont ouvrir une enquête. Entre-temps, ma famille a remarqué le changement. Sarah a envoyé un SMS la première. « Tu te comportes bizarrement. » C'est à cause du dîner ? Maman ne le pensait pas. Je n'ai pas répondu. Puis maman a appelé, puis papa. Les messages vocaux s'accumulaient. « On s'inquiète pour toi. Ne le prends pas mal. On parle en famille. Tu le sais. » Dans un message, j'ai entendu Sarah se plaindre en arrière-plan que sa carte était sans cesse refusée. Je l'ai laissée aller jusqu'au bout, puis je l'ai supprimée. 2 semaines plus tard, mon avocat a appelé. Ils ont ouvert une enquête. Il a dit, il y a suffisamment d'éléments pour aller de l'avant. Ils vont te recontacter, ainsi que les enquêteurs. Les enquêteurs, ai-je répété. Tu portes ce fardeau tout seul depuis des années. Il a dit, c'est à eux de le porter maintenant. Le jour où c'est arrivé, le ciel était d'un gris hivernal plat. Mon avocat m'a dit que je n'avais pas besoin d'être là quand les enquêteurs sont arrivés. Mais je voulais voir le moment où ils ont compris que je n'étais plus à leur merci. De la rue, la maison de mes parents était la même. La même couronne, la même fissure dans la marche. Par la fenêtre de la salle à manger, j'ai vu la table dressée, ma famille à sa place habituelle. Je me suis garée, j'ai marché jusqu'à la porte, j'ai frappé une fois et je suis entrée. Maman a levé les yeux, surprise. « Maya, tu n'as pas dit que tu venais. » J'ai enlevé mon manteau, observant la scène. Papa était assis en bout de table. Maman à sa droite. Sarah en face de ma chaise habituelle. Cette était adossée, détendue. Je croyais que vous n'aviez pas besoin de moi, ai-je dit. Maman a plissé les yeux. N'en parle pas. Sarah a levé les yeux au ciel. Tu en es encore là. Je suis allée à ma place, mais je ne me suis pas assise. J'ai posé mon sac à la place. Papa s'est raclé la gorge. Écoutez, a-t-il dit à propos de ce qui s'était passé la dernière fois. N'en faisons pas toute une histoire. On discutait, c'est tout. Maman s'est hérissée. J'étais juste honnête. C'est le moins qu'on puisse dire, ai-je dit. C'est à renifler. On a dit qu'on n'avait pas besoin de votre argent. Comprenez le message. J'ai regardé Seth puis Sarah. C'est drôle, ai-je dit doucement. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ce qu'est devenu mon argent. Le rire de Sarah s'est arrêté net. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je puisse répondre, on frappa sèchement à la porte d'entrée. 3 coups secs et mesurés qui firent trembler le cadre. Le bruit figea la pièce. Papa fronça les sourcils. Qui est-ce? C'est à toi d'aller ouvrir, dis-je. Il repoussa sa chaise et se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit et s'arrêta. Bonsoir, monsieur, dit un homme. La brigade financière recherche Sarah et Seth Miller, ainsi que Thomas et Hélène Carvé. Un silence pesant s'abattit sur la maison. Maman se leva. Il doit y avoir une erreur, dit-elle. 2 enquêtrices entrèrent, leur badge bien visible. L'une tenait une tablette, l'autre un dossier que je reconnus grâce aux copies que mon avocat m'avait montrées. Il n'y a pas d'erreur, dit la femme.
Nous sommes ici dans le cadre d'une enquête pour fraude et exploitation financière présumée. Nous aimerions vous poser quelques questions. La chaise de Sarah grinça. Maya, siffla-t-elle. Que as-tu fait? Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas reculé. Je suis restée silencieuse, dis-je. Puis j'ai commencé à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Seth s'avança, le visage rouge. Vous avez appelé la police pour dénoncer votre propre famille à cause de quelques virements. L'inspecteur le regarda. On parle d'années de retrait non autorisé et de paiement forcé. Ce ne sont pas quelques virements. Asseyez-vous, monsieur. Papa essaya de se ressaisir. C'est un malentendu. Tout argent qui circulait relevait des affaires de famille. Les affaires de famille ne sont pas au-dessus des lois, répondit la femme. Vous aurez chacun l'occasion de vous expliquer. Pour l'instant, nous avons besoin que vous restiez pendant que nous vous posons quelques questions. Maman se tourna vers moi, les yeux humides. Maya, dis-leur que ce n'est pas ce que tu crois. Je croisai son regard. Tu m'as dit que personne n'avait besoin de mon argent ni de moi, dis-je doucement. Alors, j'ai arrêté de vous donner à tous les deux. Sa bouche s'ouvrit et se referma. Nous étions contrariés. Nous ne voulions pas dire que tu le pensais suffisamment pour le dire. Je l'interrompis. Les mots ne sortirent pas comme un cri. Ils sortirent calmement, soutenus par chaque compte vidé. Sarah se pencha en avant. Tu vas les laisser nous gâcher la vie. Je n'ai rien gâché, dis-je. J'ai enfin arrêté de te cacher ce que tu as fait. Les enquêteurs ont commencé. Date, montant, autorisation. Sarah a trébuché, jetant un regard à sa mère puis à son père. Seth a ricané une fois, puis s'est tu lorsque les totaux précis ont été lus. Chaque faveur semblait s'amenuiser sous le poids des chiffres. Je ne suis pas restée jusqu'au bout. Je n'avais aucune envie de les voir se débattre. Alors que je prenais mon sac, mon père a claqué des doigts. Si tu franchis cette porte, ne reviens pas. Pendant des années, cette phrase avait été comme un pistolet chargé pointé sur ma poitrine. Cette fois, elle sonnait juste comme une voix lasse. Je l'ai regardé. L'homme qui m'avait appris que la famille était tout, tant que je continuais à payer pour elle. Je suis partie depuis longtemps. J'ai dit, tu t'en rends compte seulement maintenant. Puis je suis sortie, refermant doucement la porte derrière moi, laissant les enquêteurs et ma famille de l'autre côté avec la seule chose qui leur ait jamais vraiment appartenu. Les conséquences. Je suis partie sans me retourner, mais les répercussions m'ont rattrapée malgré tout. 3 jours plus tard, le numéro de Sarah s'affichait sans cesse sur mon écran jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Puis un SMS d'un numéro inconnu, Seth, est arrivé. Ils ont bloqué mes comptes. Je risque d'être suspendue. Réglez ça. Je n'ai pas répondu. Une semaine après, maman m'a envoyé un long mail, empreint de culpabilité et d'excuses à moitié sincères. On n'avait pas réalisé la gravité de la situation, écrivait-elle. Ton père est anéanti. S'il te plaît, parle-nous. Le même homme qui me disait que personne n'avait besoin de moi me suppliait maintenant de lui parler. C'est fou comme les rôles s'inversent vite quand l'argent ne rentre plus. Papa ne m'a jamais contacté directement. Mais Jen, si. 2 phrases. Il panique. Tu as bien fait. Kelly m'a envoyé un message plus long pour me remercier d'avoir révélé ce qu'elle avait vu. Des signes depuis des années. Tu as eu le courage de nous tous, écrivait-elle. Et entre leur descente aux enfers et mes journées de solitude, quelque chose a changé. J'ai trouvé un petit appartement à 2 états de là, près du travail, près de la tranquillité. Plus de dîners tendus, plus d'urgence soudaine, plus de culpabilité déguisée en amour. Pour la première fois de ma vie, le silence qui m'entourait ne ressemblait pas à une absence. C'était une sensation de liberté. Certains soirs, je m'assieds près de ma fenêtre, la lampe allumée en sourdine, et je regarde la ville s'animer sans moi. Je repense à ce dîner. Aux mots censés me briser et qui, au contraire, m'ont libéré. Avant, je croyais que la loyauté familiale signifiait endurance, encaisser tous les coups, combler tous les manques, payer toutes les dettes. Mais l'amour sans respect n'est pas de la loyauté. C'est de la captivité. Partir n'était pas une punition. C'était la lucidité. Et c'est ce même silence dont il se moquait autrefois qui est devenu la barrière qui m'a sauvée. Si mon histoire vous semble familière, si vous avez déjà été exploité
Ignorez eux ou traitez eux d'hypersensibles, vous n'êtes pas seul eux. Vous méritez la réciprocité, pas l'exploitation. Vous méritez d'être vu eux, pas utilisé eux. Partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous souhaitez lire d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne rien manquer.